Nous sommes le 12 avril, il est 11 h. C'est magnifique. On devait shooter demain, on annonce de la pluie, donc on shoot aujourd'hui. C'est un peu tôt dans la journée. Goliath n'est pas tout à fait encore réveillé en forme, mais vous savez, Goliath, ça devient un peu difficile. Hein. Après cette vidéo à Paris là, qui a eu beaucoup de succès, maintenant il me parle de droit à l'image. Ça devient compliqué déjà les chats. Alors si lui s'y met, alors en plus, bon, ça commence à faire des caprices ce chien. Et donc aujourd'hui, il a fallu lui faire un brushing. Voilà, il voulait un brushing. Est-ce que vous imaginez le truc, hein? Bon, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Et vous aurez remarqué qu'au lieu de vous dire soit bonjour, comme je dis parfois, comme j'ai dit la semaine dernière à Paris, bonjour. Chez moi, je dis moyen, parce qu'au Luxembourg, c'est moyen, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit. Mais aujourd'hui, je vous dis Guten Tag. Guten Tag, parce que, tenez-vous bien, Goliath est en Allemagne. Nous sommes à Prescheid. Prescheid, eh oui. Donc nous sommes sur le territoire allemand. Alors on va voir s'il veut bien descendre, parce qu'il a surtout envie de monter. Et moi je veux descendre parce que plus on monte, plus il y a du vent. Et plus on descend, plus on est protégé. En plus, j'ai des choses à vous montrer. Alors il fait haut. Regardez ici quand même, parce que je vous fais des vidéos le week-end. Je vous rassure, on va parler de gluten tout de suite. Mais je vous fais des vidéos le week-end pour que quand même aussi votre week-end soit sympa. Oui. Alors voilà, regardez, hein, tout ce printemps qui explose. Vous voyez, c'est quand même... bon, voilà. Vous avez ça le vendredi soir, vous dites « Ah, je vais faire un week-end nature », ce qui a quand même pas mal d'avantages. Et on va parler encore de gluten pour la bonne et simple raison que y a beaucoup à dire. Je vous ai laissé la fois dernière un peu sur des généralités. Je vais approfondir un peu aujourd'hui, vous mettre en garde encore plus fermement que ce que j'ai pu faire dans la vidéo précédente. Donc ceci est une sorte d'opus 2 si vous voulez, hein, qui n'en a pas le nom, mais qui en fait en est un. Allez Goliath, on va par là. Non, on ne monte pas, on descend. Il n'aime pas descendre, hein, il préfère de monter. C'est toujours la cause de son genou droit qui n'a plus de ligament croisé. Oh, c'est quand on devient vieux. Hein. Enfin, moi j'ai encore le croisé, mais je n'ai plus le ligament latéral interne que Oxo a saboté. Bref, donc peut-être avant de passer à ce qui fâche, c'est-à-dire... des pathologies qui sont en rapport avec le gluten et que je pense vous ne soupçonnez pas. Il monte. Mais bon, c'est pas par ça que je vais commencer. Je vais commencer par vous parler de farine. On m'a posé des questions sur les farines. Bon, farine, est-ce qu'il faut vraiment vous gaver de farine? Ok, parce que il est un fait que... Viens Goliath, parce que tu vas finir par tomber dans le ravin. Non, pas bon. Il est un fait que la plupart des farines sont évidemment très glucidiques. Enfin, bon, certaines le sont déjà moins que les farines traditionnelles de blé. Bon, ben, puisqu'on est ici sans gluten, il n'est pas question de parler du blé. Alors, les farines de remplacement, riz et maïs, c'est pas du tout génial. Les index glycémiques sont catastrophiques. Vous voyez, ici, il y a plus de vent. Dommage. Bon, on va un peu laisser Goliath se promener ici sans risquer de tomber dans un trou quelconque. Et alors, le vent. Ces farines... bon, je cache avec mes deux mains. Ces farines... riz maïs, vous oubliez tout de suite. Alors, bon, quelle farine alternative? Farine de sarrasin, moi j'aime quand même bien. Bon, il y a toujours le problème de l'oxalate, on va se calmer avec les oxalates. Farine de sarrasin, ça rend beaucoup de services. On fait des très bons pains au sarrasin, pain au sarrasin fermenté. Oui, non, ici, non, hein, Goliath, c'est pas bon ici. Hein. Il y a trop de vent. Allez, viens, non, on va pas rester là, on va encore se bouger et aller
plus bas dans le chemin, parce qu'ici, vous n'allez rien entendre avec le vent. Alors, farine de châtaigne, farine de lupin, des farines à base d'oléagineux. Je pense qu'on peut faire des farines à base de différents oléagineux. Bon, moi, je ne suis pas très bon en cuisine, je peux vous dire. Certains attendent des miracles, bof. Non. Mais évidemment, des farines incluant des oléagineux sont plus intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins glucidiques. Okay, je crois qu'on peut faire pas mal de choses avec des noix ou des amandes. Okay, quand c'est possible, ces oléagineux, vous les prenez blanchis, c'est-à-dire sans la peau, parce que dans la peau, il y a évidemment beaucoup plus d'antinutriments et d'oxalates, etc. Par exemple, les amandes blanchies, vous débarrassez de la plupart des problèmes et il vous reste une farine d'amande. Je crois qu'on peut faire des farines d'amande. Dites-moi si je délire là. Hein. Je crois qu'on peut travailler avec des farines d'amande et des farines de noix et des choses comme ça. Alors, les noix, c'est difficile hein, d'enlever la peau des noix. C'est mission impossible. Goliath, pas par là. Il veut monter. Non, on doit descendre. Bon, tu sais quoi? Allez, viens. On remontera et on va un peu parler sur le banc. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, le banc est à l'abri du vent. Donc, voilà. Posez-vous quand même les questions qu'il faut. Petit rappel, et puis je passerai à de la pathologie liée au gluten. Petit rappel, les farines glucidiques vont pas trop convenir si vous devez manger beaucoup plus lipidique. Là, je vous renvoie au fameux génotype alimentaire. Hein, voilà, on va un peu se mettre ici. Alors, on est dans l'Eiffel. Vous voyez? On est dans l'Eiffel. Vous voyez? Eifelverein. Donc, on est ici près Shade. On est dans je pense que ça... c'est un faubourg, enfin un faubourg, c'est une commune inclue dans Dasbourg. Hein, Dasbourg, qui est à la frontière avec le Luxembourg. Alors, vous voulez voir du Luxembourg? Mais le Luxembourg, il est là. Il est là, de l'autre côté, là, tout ce qui est là au fond, c'est le Luxembourg. Et ce qui nous sépare du Luxembourg, là tout en bas, vous voyez là en bas? C'est... j'ai envie d'aller un peu là en bas. C'est... on va pas se mettre sur le banc, on va aller là en bas. Ouf, c'est trop joli. C'est le l'Our, la rivière Our, O-U-R, qui fait la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg. Bon, donc, glucidique, vous savez, quand vous êtes là en train de dire « comment est-ce qu'on va remplacer le gluten? Comment est-ce qu'on va remplacer le gluten ?» Est-ce qu'il faut vraiment remplacer le gluten par du glucidique? Ça, c'est la question que vous devez vous poser en premier lieu, parce que vous me cherchez des farines. Et si je vous disais, moi, oui, mais vous avez déjà trop de glucides, donc il faut remplacer le gluten par quelque chose qui n'est pas glucidique et qui va vers le gras et les protéines. Ben oui. Voilà la première question à vous poser, plutôt que de m'enquiquiner avec toutes vos farines. Je vous enfarinez, moi. Farine, venez avec ce mot-là à la bouche, farine. Docteur Mouton, quelle farine alors? Il me faut de la farine, moi. Tu parles. Donc, les génotypes alimentaires, ApoE, écoutez, si vous êtes ApoE2, vos farines, vous pouvez déjà vous les mettre... où je pense, ça, on dit pas ça, hein. Un médecin ne dit pas ça sur YouTube. Bon, voilà, je le dis pas, je l'ai pas dit, ok, vous n'avez rien entendu. Mais, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'ApoE2, 5, 7, 8% au pire, au maximum, je veux dire, parce que c'est pas pire, c'est bien d'être ApoE2. Et puis alors, ApoE3, faut pas trop, vous savez, c'est quand même plus lipidique, hein, ApoE3. Dites, quand même, et ça c'est 3/4 de la population. ApoE4,
Bon là, on va peut-être un peu plus farine friendly. Ok? Ah, ça c'est pas mal, hein? Farine friendly. Ah, mais, oh docteur, je suis à POE 4, quelle catastrophe. Mais non, c'est pas catastrophique, vous êtes farine friendly. Bien ça, non? Enfin bon, tombons pas non plus dans l'excès, hein? C'est pas parce qu'on est à POE 4 qu'on se gave de féculents, hein, et d'amidon. Alors parlant d'amidon, quid de votre amylase salivaire? Génotype AMY1A. Si vous avez peu d'amylase salivaire, comme la majorité de la population, 58% au niveau mondial, si vous avez peu d'amylase salivaire, vous n'êtes pas censé, à POE 4 ou pas, manger beaucoup de glucides à la fois. Vous pouvez en manger, hein, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est pas des grosses portions. Okay, donc il faut répartir, pas vous faire un énorme plat de pâtes, machin, risotto et tutti quanti. Ah merde, je devais dire peu ou prou. Bon, écoutez, ce sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas le placer chaque fois, hein. Il y a des fois où ça rate. Et donc, il faut à ce moment-là répartir des plus petites portions de glucides et bien mâcher. Et ce qui est catastrophique, c'est que les glucides les plus courants sont très faciles à avaler sans mâcher. Et évidemment, comme vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites, que vous vivez pour manger et donc engloutir, déglutir au plus vite, et que vous ne mangez pas pour vivre, attention, je vous dis tout de suite, vous ne vivrez pas longtemps si vous ne mâchez pas. Comment c'est possible de ne pas mâcher? Il faut se calmer, il faut prendre du temps pour manger. Okay? Donc bien mâcher vos glucides, imprégner la salive. Et plus on mâche, plus on sécrète de la salive. Et même si vous n'avez pas beaucoup d'amylase dans votre salive, comme la majorité des gens, malheureusement, en souffrent, on va dire, ou en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont fabriqués, c'est leur gène. Eh bien, bon, on va se mettre ici. On va voir si le Goliath a envie de se promener en montant. Ce qu'il y a, c'est que comme il a fait sa première promenade depuis 4 mois hier soir avec mes chats, il est quand même... Bon, et puis c'est pas son heure, hein, c'est plus fin de journée que Goliath aime bien se balader. Allez Goliath, regarde, là tu peux monter. Et donc cette histoire d'amylase, c'est très important parce que la majorité d'entre vous en a peu, et puis alors il y en a encore pas mal qui en ont moyennement, et c'est vraiment relativement rare de trouver des gens qui ont beaucoup d'amylase, qui donc ont plus de marge de manœuvre pour fonctionner avec des amidons. Donc l'amylase, c'est ce qui digère les amidons. Alors, l'amylase, quand on en a peu, ça n'impacte pas les sucres. Le sucre, ou le fructose, ou le saccharose, qui sont des sucres simples. Bon, le fructose, je suis pas grand fan. Hein. Et qui a Goliath? Allez. Non, tu veux pas? Mais si, regarde. Tu es bien ici. Moi, ici, il n'y a pas de vent. Allez, voilà. Oui. Il y a un peu trop de pente. Ah ben voilà, on va s'y mettre. Donc, tout ce qu'on dit au sujet de l'amylase, ça concerne les amidons, ça ne concerne pas les sucres simples. Donc, selon vos autres génotypes, imaginons que vous êtes à POE 4 et que vous avez peu d'amylase, donc amylase homozygote ancestrale, eh bien, vous pouvez quand même vous faire un peu plaisir, notamment avec des fruits. Des fruits peu amidonnés, pas la banane. Banane, très amidonnée, catastrophe. Donc, n'oubliez pas que les sucres des fruits seront absorbés au niveau de la muqueuse intestinale et ne doivent pas passer, si ce n'est pas des amidons, ils ne doivent pas passer par le travail de digestion de l'amylase salivaire. Vous voyez, c'est ça qui est quand même intéressant. Ah ben voilà, il commence à s'intéresser un peu aux odeurs dans le coin. Allez. Donc voilà, cette petite parenthèse. Et puis alors, pour quand même le troisième et dernier génotype alimentaire, si vous avez
une déiodinase 2, une DIO2 homozygote ancestrale, eh bien, vous ne devriez pas manger beaucoup de glucides parce qu'il faut plus de T3, d'hormones thyroïdiennes actives, quand on mange beaucoup de glucides. Et donc, ces patients-là qui sont aussi relativement rares, ce n'est qu'une personne sur 7 ou 8 qui est DIO2 homozygote ancestrale et qui donc devrait manger plus lipidique pour ne pas devoir convertir autant de T4 en T3 puisqu'elles ont beaucoup de mal à faire cette conversion. Voilà, bon, je ferme la parenthèse parce que sinon finalement ce n'est plus une capsule sur le gluten, mais tout ça est connexe puisque vous remplacez mal le gluten, vous êtes obsédé par des produits sans gluten, gluten-free, qui souvent sont totalement catastrophiques. Non? On va un peu plus loin? Oui? Bien, on va aller là sur le bord. Oh, oui, mais ici, il n'y a pas. Mais il n'y a pas beaucoup de chiens qui viennent ici, alors il n'y a pas toutes les odeurs que tu as dans ton village, ça c'est normal. Bon, alors, les gros problèmes du gluten, au-delà de ce que vous soupçonnez, c'est-à-dire un inconfort digestif, ben, je vous rappelle le modèle, hein, la maladie cœliaque, où il y a une énorme perte de barrière, puisque c'est évidemment un cas de perméabilité intestinale catastrophiquement élevée et d'auto-immunité massive. Je le dis souvent, mais maladie cœliaque, 10 à 20 fois plus de risque de thyroïdite auto-immune, donc de Hashimoto, et de diabète de type 1. Donc, c'est pas un peu plus, hein. C'est x10 ou x20, c'est publié, hein, ça c'est PubMed. Bon, alors, perte de la barrière, perte de l'absorption. Donc, les cœliaques sont tous en absorption catastrophique, des tonnes d'anémie, manque de fer très systématique. Donc, si vous avez un manque de fer rebelle, allez voir si vous n'êtes pas cœliaque. Les densités osseuses basses, ostéopénie et même ostéoporose jeunes, chez les jeunes cœliaques sont souvent, très souvent déjà en ostéoporose. Et c'est des malabsorptions de tout. Tout ce qui est compliqué à synthétiser, comme l'hémoglobine, où il n'y a pas que le fer, hein. Il y a aussi la B12, la B9, le cuivre, enfin bon, 36 trucs qui interviennent pour faire de la B12. Il y a aussi d'autres éléments traces qu'on ne va pas développer maintenant. Donc c'est difficile de faire de l'hémoglobine, c'est difficile, encore plus difficile de faire de l'os, où là il y a une foultitude de constituants pour faire de l'os. Ben voilà, tout ça foire complètement chez les cœliaques, et donc ils ont un énorme problème de malabsorption. Okay. Et donc quand vous tombez sur des prises de sang où plein de nutriments qui sont dans l'alimentation sont déficitaires, pensez à un problème de gluten. Alors, ce qui est encore beaucoup plus inquiétant avec le gluten et souvent insoupçonné, mais tout simplement, c'est tout ce qui est pathologie psychiatrique. Il y a un sous-groupe significatif de schizophrènes. J'entends bien, hein, schizophrène, donc la maladie psychiatrique. On n'est pas dans la névrose, là. On est dans la psychose, qui sont purement et simplement intolérants ou allergiques au gluten. Et ces gens-là, ben, ils doivent absolument... on va mettre Goliath ici, ça va lui plaire plus, parce que... Bon là, mine de rien, ça a l'air... Ça écrase, hein, la caméra, mais il y a une pente canon.
et derrière, c'est le Luxembourg. Donc, ces schizophrènes qui ont un gros problème avec le gluten guérissent 100% quand on enlève le gluten. C'est publié, vous n'avez qu'à aller voir sur PubMed. Ok? Voilà, il est plus à plat, parce que là, il y avait trop de pente. Et donc, quand je dis psychiatrique, c'est aussi psychologique. Quasiment toutes les maladies psychiatriques ont été publiées avec un lien vers le gluten. Toutes, hein, paranoïa, bipolarité, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais aussi les névroses, hein. Voilà, là, ça lui plaît mieux, parce que là, il y a des odeurs. Bon, il veut des odeurs, ce chien. Voilà. À mon avis, il y a des gens qui viennent avec leur chien s'asseoir sur le banc, et donc ça lui va. Et il est exigeant, hein. C'est des petites starlettes, comme ça. Je dis starlet, c'est jamais qu'un chien, quand même, hein. C'est une starlette, il a des exigences de star, mais ce n'est qu'une starlette, ce Goliath. Ben, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi. Hein. Vous dites, ah non, Goliath, c'est pas une starlette. C'est mieux que ça. Enfin, j'attends vos remarques, vos commentaires. Sacré Goliath. Bon, donc, du côté du système nerveux central, il y a tout ce que vous voulez. Dépression, anxiété. Il y a des gens anxieux, on ne voit pas trop pourquoi, ils n'ont pas de bonne raison, ils arrêtent le gluten, ben, ils ne sont plus anxieux. Eh oui. Alors, c'est difficile à croire. Ben, essayez. Qu'est-ce qui vous empêche de rester 4 mois sans gluten? Sans vos baguettes, sans vos croissants? Pourquoi pas? Mais là, il faut le faire radicalement, parce que si vous diminuez, vous ne pouvez pas juger des résultats. Moi, diminution de gluten, ça ne fonctionne absolument pas, vous oubliez ça tout de suite. Vous arrêtez 4 mois, vous faites l'effort, vous observez, vous regardez ce qui se passe, vous demandez aux gens qui vivent autour de vous, après quelque temps, est-ce que mon humeur a changé? Est-ce que quelque chose a évolué depuis que j'ai arrêté? Parce que parfois, c'est un peu difficile de se rendre compte soi-même, et évidemment, ça n'arrive pas du jour au lendemain, hein, il faut donner un peu de temps. Bon, alors, peau. Ben écoutez, peau, évidemment que la peau va avoir un impact énorme. D'ailleurs, il y a déjà des commentaires sur la fameuse vidéo parisienne où des gens disent « Ah, mais moi, quand j'ai arrêté le gluten, ma peau s'est beaucoup améliorée, je n'ai plus toutes ces plaques rouges, etc. » Donc, moi, j'insiste sur les problèmes cutanés. Puis alors, je vais quand même vous rappeler quelque chose. Le premier nom, je crois, ou en tout cas une des versions de ce qu'on a identifié comme étant la maladie cœliaque à l'époque, ça s'appelait la dermatite herpétiforme. Ah, oui, dermatite, c'est-à-dire une inflammation de la peau, dermatite, ok, mais herpétiforme, oula. Goliath, ah voilà, il fait ses besoins. C'est pour ça qu'il était pas bien là avec la pente. Voilà, ici il a fait son besoin. C'est bien. Bon, donc dermatite herpétiforme. Dès que, alors j'ai eu plein de cas cliniques comme ça, et ça je pense que c'est très sous-estimé. Dès que vous avez un problème de peau, bon, des rougeurs, ça pourrait déjà être ça. Si en plus de rougeurs, vous avez le caractère herpétiforme, donc des petites vésicules, comme dans l'herpès, hein, dermatite herpétiforme, eh bien, vous pensez tout de suite au gluten. J'ai déjà eu, mais des trucs surprenants, des gens qui signalaient quelques petites vésicules, des petites cloches comme ça, avec un tout petit peu de fluide à l'intérieur, et, eh bien, je ne crois pas que ça pouvait être classifié comme des maladies cœliaques plein pot. En tout cas, il n'y avait pas la sérologie cœliaque. Mais ça se guérissait totalement à l'arrêt du gluten. Ces petites vésicules n'apparaissaient plus. C'est parfois des gens qui ont 2-3 petites vésicules ici, 2-3 petites vésicules là-bas, et qui s'en plaignent, qui montrent. Parfois, ce n'est pas actif au moment où je vois le patient ou la patiente.
Ils ont des photos, je dis ça, des vésicules, méfiance, gluten. Alors je fais tous les tests sérologiques. Bon, les tests sérologiques, je vous rappelle rapidement, le meilleur, c'est les IgA antigliadines, plus derrière les IgA total pour dépister tous ceux qui ont soit peu d'IgA, donc dans le quartile, quintile inférieur des valeurs de référence, soit pas d'IgA du tout, c'est rare, mais ça arrive aussi. Bon, ben là, vous savez rien faire avec les IgA antigliadines. À ce moment-là, on fait les IgG antigliadines, ok? Alors, il y a d'autres IgA cruciales à faire, mais moins prioritaires que les IgA antigliadines. C'est les IgA anti-transglutaminase tissulaire, qui est le test officiel conventionnel, mais qui est beaucoup trop souvent négatif. Donc, si on vous a fait ça, on vous a dit non, il n'y a rien, aucune réaction aux protéines du gluten, dont la gliadine est la plus abondante. Oubliez-moi ça tout de suite. Ajoutez, faites en plus le dosage des IgA antigliadines et des IgA anti-endomysium. Endomysium avec un Y et puis un I derrière. Okay. Et alors, comme vous risquez toujours d'avoir des gens qui sont décevants au niveau des IgA, vous pouvez aussi faire les IgG anti-transglutaminase tissulaire. Je ne crois pas avoir déjà vu des IgG anti-endomysium. Si ça existe, dites-le moi, j'aurais appris quelque chose. Vous apprenez, j'apprends. On apprend tous les uns des autres, toujours. C'est pour ça que je réponds à toutes ces questions. Ne posez plus qu'une question à la fois, parce que moi je ne sais pas suivre. Pas 3 questions, une question à la fois. Okay, sinon je ne réponds plus. Je dis écoutez, je remballe une question, vous reposez une question. Parce que ça devient monstrueux. Bon, c'est des heures et des heures par jour. Okay. Donc ça, c'est la sérologie cœliaque. Eh bien, pour revenir à mes dermatites herpétiformes, mes petites vésicules, eh bien, parfois, c'est que les vésicules qui parlent. La sérologie n'est pas parlante, n'est pas suspecte. Okay. Donc, c'est toujours la même chose en médecine. Il n'y a pas une réponse binaire et vous n'allez pas avoir toutes les caractéristiques de la maladie, tous les marqueurs biologiques, tout ça va pas s'aligner. Les planètes s'alignent rarement au cas où vous ne le sauriez pas. Okay. Donc, soyez vigilants, allez voir la clinique, les 2 grands domaines, les 3 grands domaines, évidemment, c'est le domaine digestif, mais je vous rappelle que 90% des cœliaques n'ont pas de plainte digestive. 90% des cœliaques n'ont pas de plainte digestive. Ok? Oh! Il y a de l'écho. Je vous montre le bois. On n'a pas vu assez de bois. Regardez, c'est pas joli. Et donc, digestif, système nerveux central, dépression, j'insiste, hein. Gros truc, gros tuyau, ça. Et puis, tout le cutané. Okay. Alors, Goliath, comme un petit malheureux, attend qu'on remonte. On va pas trop le surmener, parce que hier soir, première promenade en 4 mois, on va plutôt le laisser récupérer un peu sur mes genoux. On va aller faire nos courses. Ici, on est avant les courses. Et je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que c'est pas trop chaotique, qu'il n'y a pas eu trop de vent, mais il n'y avait pas de vent au début, puis il s'est levé évidemment le temps qu'on tourne. Tant pis, on fera mieux la fois prochaine, à vendredi, 19h30. Toutes les semaines, je vous attends pour le live chat. Salut. Ou à Goliath, oudou boudou. Oudou boudou, ça c'est mon terme, ça. Hein. Hop, allez, salut.